Donc, on ne trouve pas, auprès des pairs archivistes maintenant une explication où il n'écrivait pas. Voilà, c'est ce qu'ils m'ont dit. Et ce père a témoigné, il n'a pas témoigné, il Ah n'a non. cité rien. Non, rien du tout. Rien du tout. On n'a rien là-dessus. Voilà. Ok. Hein? Alors, Et donc, on pourrait en parler. Bon. ouais. Et donc, oui, alors c'est quand même étonnant, effectivement. Moi, ce que je trouve très très étonnant, c'est que ce Hauteville est prévenu, donc, Plus tôt. il a été au courant plus tôt, et il donne pas, on ne sait pas d'où. Il n'a jamais dit, lui, Voilà. on lui a dû lui poser la question. On a eu posé la question. Il n'a jamais dit d'où il tenait son Mais information. je crois que l'information, à un moment, il a donné au commissaire Constant. Quand le commissaire Constant, qui était un ami de la famille, puisqu'il a fait ses études avec mon oncle Léon, cet oncle Léon était ni plus ni moins le filleul de Gaston. Bon, il a pris c'est un des Dominici qui a le mieux défendu le nom des Dominici et surtout, bon, lui, son oncle. Bon, ce commissaire Constant qui avait fait toutes ses études avec Léon, puisqu'ils étaient de Corbière, hein, bon, à un certain moment, il a laissé tomber. Après avoir inculpé mon père, quand il a su que les Dominici étaient pour rien, il a complètement laissé tomber. D'ailleurs, Sébeil dit « Je suis désavoué par le commissaire Constant, qui était son supérieur. Je suis en bouderie avec le commissaire divisionnaire Melve. Enfin, tout le monde lui tourne le dos, tout le monde. Et Sébeil, lui, s'entête. » Et c'est pour ça que je vais revenir une seconde sur Sébeil. Pourquoi il a été choisi? Tout simplement parce qu'il a une méthodologie de travail. Mais quand on envoie Sébeil dans les Alpes de Provence, c'est que son père y a enquêté. Et le père du commissaire Sébeil a fini principal. Commissaire divisionnaire principal, Sébeil. Et on sait pertinemment que Sébeil, lorsqu'il monte dans les Alpes de Provence, il faut qu'il découvre un coupable. Au même titre que son père a découvert des coupables dans les Alpes de Provence. Et on sait que si on envoie ce mec, il procurera un coupable. Et c'est pour ça que je suis sûr que Sébeil a été choisi. Sûr. Okay. Et ce Hauteville, moi il m'intéresse. Alors, ce Hauteville, le problème c'est que ce Hauteville, il est mort d'une mort violente. Ah. Alors, peut-être il faudrait enquêter comment est mort Hauteville. Il est mort quand il est mort juste avant le procès, 8 jours avant le procès. Ouais. C'est-à-dire il a dû mourir dans la première semaine, ça il faudrait le demander aux archives sur les journaux, dans la première semaine de novembre. Dans les 15 premiers jours de novembre, il est mort. Et on a déduit quoi, cette mort? Une mort quoi? On ne sait pas. On a des infos? Une oui, cardiaque? Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. Quoi, il descendait de chez lui et sur l'avenue où il descendait, d'une impasse a reculé un camion qui avait un seul poteau télégraphique dessus, à hauteur d'homme. Et au moment où il a croisé, bien entendu, il s'est pris le poteau en pleine tronche et est mort quelques heures après. C'est étonnant. Ah oui, paraît-il, d'après M. Tessier, il n'y a pas eu... Mais enfin, pour moi, c'est plus qu'étrange. Et peu de temps après, sa femme s'est jetée d'un pont. Peu de temps après. Alors, il est vrai que c'est plus que troublant. Oui. C'est plus que troublant. Surtout, moi, j'arrive pas à comprendre comment il a pu... Enfin, je veux dire, si effectivement, vous avez la complète certitude que cet homme-là a eu l'information avant tout le monde. Ah oui, mais il n'y a pas que lui. Il n'y a pas que lui qui a eu l'information. Ce qu'il faut retenir également, c'est qu'à 4 heures, sous le témoignage de M. Blanc, les lits de camp bougent, la couverture bouge. À 4 heures, même plus, 4h50, à 4h50, le lit de camp, parce qu'alors, Blanc, il est formel, hein, mon camion est en rodage, il est neuf, je roule à 40 à l'heure, hein,
le jour est en train de se... Bon, bref, lorsque je passe, le lit de camp est devant l'Hillman et la couverture cache le pare-brise. La couverture est posée sur la voiture de manière à ce que les gens qui étaient à l'intérieur ne soient pas vus. Ne soient pas vus. Et quand mon père descend à 5 heures, c'est-à-dire on va dire 5h15, 5h15, c'est-à-dire 25 minutes, une demi-heure après, la couverture est sur le corps de la femme et le lit de camp est de l'autre côté de la route, il couvre le bonhomme. Donc, ça veut dire que les gens n'étaient pas pressés. Bon, après on pourrait parler de mon hypothèse, comment les gens ont été tués, que, bon, il y a des milliers de choses. Panayotou, le seul témoin oculaire, c'est-à-dire celui qui voit, il y a un témoin oculaire. Bon, il se manifeste, c'est vrai, 20 jours après. Il y a un témoin. Panayotou Aristide, qui dit « j'ai vu ». J'ai entendu, j'ai vu. Bon, on l'a fait passer pour un farfelu. C'est un personnage qui a la Légion d'honneur, qui est riche, qui roule en Lincoln. Pourquoi ce personnage a besoin d'inventer cette vision s'il ne l'a pas vue? Pour lui, c'est clair. Lorsqu'il dit « je viens », c'est tout simplement « je ne peux plus dormir avec cette scène dans la tête ». C'est ce qu'il dit. Et je pense qu'il dit la vérité. Il était obligé de se soulager, ce mec. Ou alors, il est obligé de donner des informations qui sont très proches de la vérité, parce qu'il y a tout un service de personnes qui ont assisté, qui ont vu, et qui dit, il faut que tu dises comme ça pour aiguiller, pour aider la police. Et ce mec-là, il a rendu, comme il le dit très souvent, des services à la police. Bon, il y a une enquête de moralité faite, et on trouve que ce personnage a peut-être travaillé pour la Gestapo, ils en sont presque sûrs. Alors, est-ce que c'est pas aussi quelque chose qui est monté pour descendre ce mec, pour dire... pas crédible. Il n'est pas crédible. Qu'est-ce qu'il donnait comme version, lui? Qu'est-ce qu'il disait avoir vu, lui? Alors lui c'est facile, il a sa voiture, mais il roule, et puis cette voiture a des problèmes d'éclairage. De temps en temps, il y a un coup-circuit, les phares s'arrêtent. Alors il est obligé de s'arrêter, de toucher un petit peu, ça repart. Et au moment où il arrive un petit peu avant la grande aire, les phares tombent en panne. Il laisse rouler sa voiture au point mort, et c'est pleine lune, il n'y a pas de problème. Il s'arrête, et au moment où il s'arrête, il entend des cris. Il est à 80 mètres du lieu du crime. Il entend des cris, et tout de suite des coups de feu. Il dit 7, comme ma mère. Ma mère, c'est la seule qui dit 7. Mon père dit 5. Les gens d'en face disent 5. Comment il s'appelle les Roches disent 5. Bon, lui, il dit 7, comme ma mère. Ma mère, elle est persuadée d'avoir entendu 7 coups. Bon. À ce moment-là, il voit traverser un homme titubant, se courbant la route, et il va tomber de l'autre côté de la route. Juste derrière lui, il est suivi par un homme. Drummond tombe et il dit, dans un dernier effort, il lève une main au ciel, et ça s'arrête. À ce moment-là, l'homme s'approche de lui, le tourne, et le met sur le dos. Alors c'est drôle, parce que cet homme ne pouvait pas savoir si Drummond était à plat ventre, sur le côté ou sur le dos. Il se trouve que les photos de Tessier sont, enfin pour moi c'est formel. Drummond, dans les photos qu'il prend, là, on le voit très bien. Drummond est sur le dos. On voit la tête ici. Et on a agrandi tout ça, on a essayé de voir. Et on voit le coude qui est comme ça, donc il est sur le dos. Et donc, il est en train de dire la vérité. Mais est-ce que ces photos, il les a vues? Il ne les a pas vues, elles n'ont pas été éditées. Comment il peut savoir qu'il est sur le dos?
pourquoi il donne cette information avec autant de détails? Ouais. Il a vu, et c'est irréfutable, où on lui a dit de le dire. Et donc il y a quelqu'un c'est toute une mise en scène. D'accord. Et cet homme-là, comment il justifie après? Il n'a pas prévenu normalement ni la police ni rien. Ah non. Il justifie ça. Bien, il a peur. Il a peur. Il a peur qu'on ait reconnu, il a peur qu'on ait pris la voiture, les numéros de sa voiture. Donc il disparaît, et puis voilà, il disparaît et il dit plus rien. Et 20 jours après, il vient témoigner. D'accord. Alors, il dit que le bonhomme est grand, les cheveux frisés, négligés, il est en bras de chemise et il porte quelque chose. Alors, au tribunal, lorsqu'il vient témoigner, parce qu'il passe au tribunal, on lui dit tout simplement à lui, il est impossible que vous donniez un détail de pommette saillante alors que vous n'êtes pas capable de dire que dans la main il tenait une arme. Parce qu'il ne peut pas dire qu'il tenait une arme. Il dit qu'il tenait quelque chose de long dans la main, mais il ne peut pas dire que c'est une arme. Mais par contre, il donne le détail de pommette saillante. Et on lui dit c'est impossible qu'à 80 mètres dans la nuit on puisse voir. Et moi je suis sûr. Je suis sûr que peut-être dans certaines situations, on remarque des faits anatomiques qui vont peut-être le frapper. Bien sûr. Le frapper. Oui, moi ça ne me paraît pas du tout impossible, même à 80 mètres, de voir, surtout, je dirais encore plus même dans la pénombre. Parce que dans la pénombre, on accentue les traits. Je crois qu'au contraire, à la lumière de la lune, il a vu quelque chose. Oui, voilà. Je pense. Avec la lumière, on accentue énormément. Voilà. Plein jour, quand la lumière est plate, ça va. Quand c'est un rayon lumineux qui arrive, on peut très bien. Et il dit à ce moment-là avoir fait marche arrière et demi-tour, être parti. D'accord. Voilà. Bon. Il y a eu d'autres témoins aussi. Alors, il y a d'autres témoins qui vont dans le même sens que le sien. C'est ça. C'est-à-dire qui voient la même chose. C'est-à-dire, enfin la même chose, pas la même chose, non. mais qui voient le même bonhomme. Corroboré, voilà. Voilà, qui voient le même bonhomme. Alors, ce bonhomme aurait été donc vu par un automobiliste en train de regarder la lunette arrière de l'Hillman. Et il y a un autre témoignage qui est le témoignage du chauffeur Duc qui dit avoir aperçu ce bonhomme à manche de chemise au garde à vous avec dans le dos dissimulé quelque chose et c'était là 1h20. Pas 1h20, 0h20. Et il était à 50 mètres de la Grande Terre, du côté montagne. Alors, bon, le gars que je viens d'avoir, il vient de me dire, l'inspecteur, il vient de me dire, nous avons la quasi-certitude qu'à 80%, c'est pas les Drummond qui ont été tués. Voilà. On va voir. Sous toute réserve. Voilà, non, mais voilà, j'ai accueilli l'information, Ouais. il m'a parlé d'un dossier Fletcher, mais bref, comme l'autre jour il m'a parlé d'un père Leonardi sur Ganagobi, il n'y a jamais eu de père Leonardi. Ouais. Maintenant, si dans le maquis il y avait un père Leonardi, Oui. c'est possible. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Ouais. Oui, sachant qu'à cette époque-là, les noms, ils disaient pas grand-chose, quoi. Voilà, c'est ça. Alors, je crois qu'on a un petit peu fait le tour du problème là aujourd'hui. Hein. Ouais. Parler d'un témoin oculaire. Ouais. Bon, on peut parler aussi quel point je vais défendre. Clovis a vu l'arme avant, pas avant le crime. Avant qu'il tombe à genoux, paraît-il, puisqu'il est tombé à genoux. Hein, il a reconnu l'arme devant le commissaire Séveille. Non, c'est pas vrai. Oui, Clovis a vu l'arme au même titre que tout le monde le 5 août lorsqu'elle a été sortie de l'eau. Puisque mon père me dit de toute manière, l'arme a été sortie après que les poseurs aient fini leur journée parce qu'ils étaient tous remontés sur les lieux du crime. Et au moment où ils ont sorti l'arme, ils l'ont montré à tout le monde pour voir si quelqu'un la connaissait. Et ensuite, ils sont venus à la Grande Terre, ils l'ont mis sur le capot de la traction, et de 18h30 à 19h30, ils sont restés dans la cour de la Grande Terre, avec l'arme sur le capot. Voilà. Et Clovis était là. Donc il avait vu aussi. Donc il a vu. Donc pourquoi 2 jours après tomber à genoux? Mais ce que l'on peut dire également, c'est que dans l'étagère, sur l'étagère où on a voulu faire poser l'arme, elle n'existait pas à l'époque. Puisque cette étagère a été posée par mon père beaucoup plus tard.
Après la récolte d'abricots, ils ont acheté une balance. Et cette balance, il fallait la mettre quelque part. Et cette balance, donc, cette bascule, pas une balance, cette bascule, ils l'ont mise dans le seul endroit, dans le hangar, le seul endroit où elle devait aller. Et comme elle prenait de la place, il a fallu faire une étagère supplémentaire. Et cette étagère, on l'a faite. Mon père, deux morceaux de ferraille, il a plié, il a mis deux planches dessus. Et mon oncle Clovis ne pouvait pas savoir que cette étagère n'existait pas en 52. Et lorsqu'on lui a dit, il faut que tu dises qu'elle était là, l'arme, parce qu'il ne pouvait pas dire qu'elle était dans la ferme, puisqu'elle n'y avait jamais été. Donc, mais ils ont mal choisi, parce que l'étagère était dans l'axe de la porte. Et toute personne qui serait arrivée dans ce hangar aurait vu l'arme. De suite. Trop en évidence. Voilà, et bon, chez quelqu'un qui a une notion bien particulière des armes, jamais mon grand-père aurait laissé cette arme-là. Oui, c'est ça. Bon, ensuite, l'atout que j'ai encore, c'est qu'en 46 ou 47, ou 48, je ne me rappelle plus, enfin, entre 46 et 48, il y a eu un vol à la Grande Terre. Et lorsque ce vol a été commis, la personne qui a commis le vol avait volé un chargeur de Sten. Et donc les gendarmes sont revenus ensuite à la Grande Terre en disant mais si on vous a volé, il y avait des réveils, mais il y avait un chargeur de Sten. Si on vous a volé un chargeur de Sten, c'est que vous avez l'arme. Et bien entendu, le grand-père, il a rendu l'arme et il a payé une amende de 6 000 francs. Donc, pourquoi il aurait gardé une arme supplémentaire non déclarée, sachant qu'il pouvait avoir des PV? Alors, à rendre une arme, il rendait les deux. Voilà. Bon, ensuite, au niveau de la perquisition, il n'y a jamais eu quelque chose qui a été mis en place disant qu'on a retrouvé quoi que ce soit à la Grande Terre. Hein? Et puis ma mère suivait les gendarmes de partout, de manière à ce qu'ils ne cachent pas quelque chose. Voilà, c'est ça. Ils s'en doutaient un petit peu, hein, parce que, il y a eu le crime le 5, le 7, il y avait la perquisition à la Grande Terre. Ça veut dire déjà qu'on orientait l'affaire autour. Pourquoi perquisitionner à la Grande Terre tout de suite, hein? Bon, parce que tout simplement, Sébeil disait que c'était aberrant de ne pas avoir entendu de cri. Mais moi je suis parti du principe que s'il y a eu cri, il n'y en a pratiquement pas eu. Enfin, s'il y a eu cri, ils ont été très petits, pas longtemps. Et s'il n'y en a pas eu, il faut donner une explication. Bon, on n'a pas essayé de comprendre l'amour de cette famille. Il est impossible que les gens se soient éparpillés comme ça à 80 mètres l'un de l'autre. Une gamine, même si on tue son père et qu'on tue sa mère, dans l'endroit où elle se trouvait, je suis sûr qu'elle ne serait pas partie en courant. C'est pas vrai, c'est pas vrai. La peur, la panique, elle ne serait pas partie. Et puis bon, l'ensemble des gens qui ont enquêté sont formels. La petite n'a pas pu marcher. La petite n'a pas marché. Elle était pieds nus. C'est impossible. Mais il y a des choses qui sont troublantes. C'est l'impact des balles sur Madame Lemon qui ne sont pas du même diamètre. C'est ça, alors vous avez fait faire, d'après ce que j'avais lu là, vous avez fait faire une expertise. Disons qu'on a demandé. Récemment, on a demandé au plus grand expert français à l'heure actuelle qui s'appelle Loïc Leribaud, a essayé de nous aider un petit peu. Donc là, il va nous essayer. Donc sur les éléments que l'on avait au départ, on lui a demandé certaines choses. Et lui, il est quasiment certain qu'il y a deux armes, donc une arme de poing, que le grand-père de toute manière ne savait pas se servir de l'arme. C'est également sûr. Hein. Premièrement parce que lorsqu'on lui a fait faire la reconstitution, il a réarmé l'arme alors que c'était une arme automatique. Donc ça veut dire que s'il y a eu 7 coups de feu, s'il y a eu 7 coups de feu de tirés, ça veut dire également qu'il y a eu 7 fois rechargé. Oui, Si. Ouais. Je suis jamais en panne. Attendez, je vérifie si. J'ai pas ma brosse à dents, il est où? Ça tourne. Hein? Qu'est-ce qu'il bricole? Il a eu de la chatte, il a bien. Pourquoi? Sinon, il devrait enregistrer, j'ai pas ma brosse à dents. Ça c'est au travers. C'est au travers.
Avec TF1, avec Bernard Nicolas. Il y a un moment. Hein? Qu'est-ce que tu... Non, Bonne nuit. Au revoir. Bonne nuit. Avec TF1, on essaie de... Disons que le grand reporter qui s'occupe de ça, Ouais. il est arrivé à vendre son sujet parce qu'on vit tous en symbiose. C'est-à-dire le juge Perrier, c'est à 350 mètres de chez moi. Il est là. Ma mère est à côté, hein, on habite Château-Arnoux. Mon père est à Péruy. Maillet est à Oraison, principal accusateur, puisqu'il va devenir accusateur numéro 1, Maillet, hein, à partir du moment où il va dire Gustave m'a dit que la petite était encore vivante. Il s'attribue, hein, Gustave m'a dit. Il va venir également accusateur plus tard en disant Gustave m'a dit, j'ai entendu des cris. Et lui en déduit, mais si tu as entendu des cris, tu étais dans la luzerne. Et bien entendu, chaque fois qu'il y a confrontation Gustave-Maillet, Gustave souffrant moralement de ces rapts en permanence, va toujours dire Amen, et Maillet va devenir le principal accusateur. Donc Maillet vit à Oraison. Olivier, le premier témoin qui a reçu l'information de mon père, qui lui également est revenu sur ses aveux, parce que mon père a toujours dit, j'ai vu que la petite, et pour ses veilles, ça n'allait pas ça. Il fallait qu'il voie monsieur et madame. Donc on a dit à Olivier, très certainement, par des questions fermées, on l'a amené à dire que peut-être Gustave n'était pas là où il avait vu. Peut-être de se rappeler s'il n'était pas plus haut. Et en fin de compte, Olivier, quand on lui a très certainement suggéré que si on voulait qu'il soit tranquille, ce serait mieux qu'il dise que Gustave soit sorti là, comme il n'avait rien à gagner, comme il n'avait rien à perdre, que Gustave soit là ou qu'il soit 30 mètres plus haut, ben, il a fait sortir 30 mètres plus haut. Mais à partir du moment où Olivier a dit qu'il était sorti 30 mètres plus haut, Gustave était obligé de voir les corps. Et Gustave, bien entendu, il a reconnu, le 17 septembre 52, il a reconnu que les corps, il les avait vus. Comme il a reconnu aussi qu'il avait entendu des cris, mais qu'il n'était pas sorti. Voilà. Et à partir de là, il a été celui... Il y a deux choses ambiguës, par exemple. C'est celui que l'on croit coupable, mais le 17 novembre, après 17... Non, le 13 novembre, le 13 septembre, après 17 heures d'interrogatoire, on lui dit, on sait, Gustave, que c'est pas possible que ce soit toi qui as tué. Voilà. Mais... Il a amené des contradictions dans tellement de secteurs que finalement ça retombe sur la famille. Voilà. Hein? Et puis on sait qu'à Gustave, on peut tout lui faire dire. Ouais. Il peut tout accuser. Et c'est pour ça qu'il va accuser son père plus tard. Hein? Donc, pour en revenir à TF1, tout le monde qui vit dans ce secteur, tous les gens, on vit tous ensemble. Et puis ça se passe bien. Voilà. Et lui, il a vendu son produit comme ça. Et bien entendu, lorsqu'il est arrivé en me disant, moi je propose un 52 minutes, c'était la meilleure des causes que je pouvais avoir. Bien sûr. Avec toute une équipe, et lui en premier, étant sûr que la vérité n'a pas été dite. Parce qu'il fallait qu'elle soit comme ça en 52, et que peut-être 40 ans après, et ça j'ai essayé de lui faire comprendre, que 40 ans après, on ne pourrait pas prouver la vérité. Qu'on pouvait encore semer le doute à des milliers de personnes, parce qu'ils sont toujours dans le doute, qu'on pouvait faire changer des gens d'idées, parce que les informations qu'on leur avait données n'étaient pas toutes les bonnes, ou que les journaux qu'ils lisaient à l'époque n'étaient pas forcément les bons, et que ceux qui disaient une
une sorte de vérité, il n'avait pas lu cela. Alors à partir de là, on va un petit peu avancer encore. Mais je ne crois pas qu'on va avancer à part, qu'il y ait une volonté politique, et que l'on considère, moi j'aime bien cette expression, que l'on considère mon grand-père comme un martyr politique, puisqu'il y a les martyrs de guerre. Moi je considère que mon grand-père est un martyr politique, tout simplement parce qu'on a sacrifié un homme, on a sacrifié toute une famille, et on a sacrifié tout un nom pour des raisons d'État. Vous êtes à peu près convaincu que c'est une raison d'État?